Dans cette vidéo, on va découvrir la mise à jour de WebAssembly V2 que j'ai faite aujourd'hui, que je voulais vous présenter. Et d'ailleurs, par rapport à la vidéo de présentation d'origine de cette révolution web, je vais aussi vous faire quelques petits exemples, quelques démonstrations pour voir un peu comment on utilise l'outil. Alors, je rappelle pour ceux qui ne connaissent pas au niveau de WebAssembly, si jamais tu es nouveau sur cette chaîne, n'hésite pas également à aller voir les précédentes vidéos, à t'abonner, ça me ferait plaisir. Et surtout, n'hésite pas à aller voir dans la description les commentaires. Les liens des différentes V1, WebAmail et WebAssembly V2 sont disponibles. Et je te les mets aussi à l'écran. Comme ça, si jamais tu as besoin de voir, faire une capture d'écran, tu peux toujours. Comme ça, tu ne seras pas perdu. Alors au niveau de WebAssembly V2, ça fait seulement quelques jours qu'il est en ligne. Et effectivement, j'ai apporté pas mal de correctifs. Donc j'ai pas encore travaillé le côté templates, le côté assets, parce que ça prend beaucoup de temps. Mais j'ai surtout travaillé sur la stabilité de l'éditeur. Donc par défaut, WebAssembly, la version V2 est encore sur un domaine Netlify et pas encore sur le domaine officiel, parce que je la laisse encore un petit peu comme ça. Et surtout, comme j'ai dit, elle restera gratuite. C'est par choix, comme ça, échange de bons procédés. Vous le partagez, vous abonnez à la chaîne. Le soutien est quand même mieux que voilà, donner cette solution payante. On a un peu marre de payer pour ça. Alors, au final, qu'est-ce qui est nouveau donc, dans les mises à jour que j'ai fait? Donc, quand vous allez dans l'éditeur, à présent, j'ai surtout revu un peu la stabilité au niveau de la sauvegarde des modèles, l'export, le mode responsive pour faciliter un petit peu les modes tablette, PC et mobile, parce que les intégrer dans un iframe, c'est plus compliqué. Donc, effectivement, lorsque vous visualisez un composant, par exemple, je sais pas, on va prendre celui-ci. Voilà, par défaut, donc là, vous êtes en mode normal. Vous avez la petite barre d'état qui est tout en bas. Si on fait plein écran, hop, on va passer en mode PC. Si on revient en mode normal. Et si jamais vous ouvrez le panneau latéral droite exporté, bah en fait, vous passez en mode mobile. Donc, c'est un petit truc que j'ai vu comme ça pour que ce soit plus pratique. Comme ça, vous savez que vous avez juste à enlever une section ou la remettre pour passer en mode tablette. Vous enlevez les deux et vous passez en mode PC. Sur téléphone, bien entendu, il n'y a pas ce choix, hein, vous l'avez que en modèle normal. Ça va être compliqué sur téléphone parce que la responsive sur un logiciel comme ça, il faut y arriver. Mais en tout cas, sur téléphone, ça fonctionne quand même. J'ai essayé, vous pouvez faire de l'édition. C'est juste que vous n'aurez pas la même ergonomie que sur ordinateur. Donc, nouveauté aussi que j'ai fait, c'est plutôt que de reload la page, hein, qui devait être relou, j'ai ajouté tout simplement une icône de reset hein, qui va remettre à zéro l'éditeur. Comme ça, hop, vous revenez à l'état normal, ça vous évite de recharger la page. Et pareil, au niveau de la consommation de ressources, sur le Next.js, c'est optimisé, mais ça faisait pas mal de consommation de data. Donc ça, c'était la première chose. Comme j'ai expliqué dans la précédente vidéo, il y a aussi le mode clair, mode sombre séparé. La V1, c'est différent, c'est un thème intégré, ce qui fait que vous avez le CDN, la structure doctype, etc., ce qui est la même chose ici. Sauf que sur la V1, vous pouvez passer du mode clair au mode sombre dans votre composant, une fois que c'est intégré sur votre page web, avec différents templates. Et ici, c'est un mode clair ou mode sombre. J'ai proposé cette alternative tout simplement parce qu'il y a des personnes qui préfèrent avoir un site que en mode clair et des personnes qui préfèrent avoir que du mode sombre et des personnes qui veulent avoir du mode clair et du mode sombre en même temps. Donc oui, ça paraît un peu étrange comme ça, mais c'est une idée qui m'est venue. Supposons que vous voulez donc faire votre site. On va déjà vous montrer comment ça fonctionne. On va prendre une navigation. Donc il faut savoir qu'il y a toujours 3 de chaque sorte. J'ai pas encore eu le temps de travailler sur les catégories. On va rajouter ça, on va rajouter ça, on va rajouter ça. Contactez-nous, on va rajouter un... Voilà, hop, et on prévisualise. Donc là, on a l'ensemble de notre page. Comme vous pouvez le voir, effectivement, tout est calibré pour être en mode sombre. Si jamais on passe en mode clair, c'est l'interface qui va passer en mode clair, mais nos composants resteront en mode sombre. Par contre, donc je vais faire l'exemple pour que vous puissiez voir, je vais revenir dans mes composants, vous voyez que c'est plus les mêmes. Et non, parce qu'il y a les catégories claires et les catégories sombres. Ça permet que si vous voulez peut-être faire de la quinconce, entre guillemets, bonjour les maçons, je vais vous montrer, on va faire une réinitialisation. Je vais prendre donc mon header de manière claire, mais supposons que j'ai pas envie de l'avoir en comme ça. Et ben je vais aller dans le mode sombre, hop, et je vais prendre celle-ci. Comme ça, j'ai mon header qui est clair et
j'ai la section héros qui est en mode sombre. Et puis si j'ai envie par exemple de se dire tiens, bah, j'ai envie de prendre celle-là, voilà, en mode clair, vous pouvez faire un peu des assemblages de couleurs comme ça, alors après c'est vous qui décidez, mais vous avez totalement le contrôle. Et si jamais vous l'exportez, et ben en fait quand vous allez télécharger votre fichier, vous aurez les configurations claires, les configurations sombres sur les éléments que vous avez choisis. Donc ça c'était l'une des premières choses. Maintenant supposons que vous avez envie de sauvegarder votre modèle pour le retrouver plus tard. Sans aucun souci, vous pouvez le faire. Vous cliquez sur sauvegarder comme modèle, ici. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais retirer les modèles que j'avais par défaut pour vous montrer. Donc on fait sauvegarder, donc on avait notre header clair, notre héros sombre et celle-ci. Donc on fait sauvegarder, nouveau modèle, on va rentrer modèle 1, voilà, pas de description. On fait sauvegarder. Donc là par défaut, il n'y a pas de base de données, il n'y a pas de tout ça, tout est en sauvegarde locale. Comme je l'ai dit, dans toutes mes applications que vous retrouvez sur mon site web, même iOS et tout, il n'y a pas de conservation de données. Je fais que des logiciels qui, par défaut, sont en local. Les données, c'est quand même important. Et puis, tout est faisable en local. Donc ici, quand je vais vouloir charger un modèle, donc je vais réinitialiser, supposons, voilà. Alors attention, c'est sur le même appareil. C'est-à-dire que si vous passez sur votre iPhone, votre Android, un autre PC, vous ne l'aurez pas. Il faut que ce soit sur le même appareil. Mais sans aucun souci, vous faites charger un modèle et vous voyez, il est ici. Hop, et vous le retrouvez parfaitement comme la V1 de ce qu'elle faisait auparavant, sauf que là c'est amélioré, c'est avec le contexte React et c'est beaucoup plus facile. Et si jamais bah voilà, vous avez votre modèle, vous dites tiens j'ai oublié, je voulais mettre ça, hop, bah, ça va l'ajouter. Vous faites sauvegarder comme modèle, modèle existant, choisir, modèle 1, mettre à jour. Si jamais vous faites un reset, vous faites charger un modèle, hop, et voilà, il aura sauvegardé avec les dernières choses. Donc ça, c'est plus pour l'assemblage des templates. Parce que comme je vous ai expliqué dans la précédente vidéo, il y a le côté éditeur de composants dans la V2, et il y a aussi le côté laboratoire. Donc le laboratoire, c'est quelque chose de totalement différent de la V1, parce que la V1, c'était de l'édition de code pure. Là, vous n'avez pas accès au code, ni rien du tout. Ici, j'ai proposé les deux. Donc par défaut, quand j'ai mis en ligne l'application, il n'y avait pas le côté no-code, parce que j'avais que 4 jours pour la sortir. Et là, depuis ce week-end, j'ai eu le temps de la mettre à jour. Donc, on va aller voir un petit coup dans le laboratoire. Donc, il faut savoir qu'il y a un use router entre les deux. Avec la technologie Next.js, c'est plus pratique pour éviter de perdre la progression. Si jamais vous retournez à l'éditeur, vous voyez, vous avez toujours. Ça va pas reload la page. Donc, entre le laboratoire et l'éditeur de composants, il y a le use router. Et ici, on va pouvoir choisir nos composants, soit en mode clair, soit en mode sombre. Pareil, vous avez le même contexte. Supposons qu'on a envie d'ajouter... on avait quoi On n'avait pas mis de formulaire, je crois. Donc, on va prendre notre formulaire. Par défaut, on va avoir donc notre petit bandeau d'outils ici, notre iframe qui est là, et notre partie code, que j'ai d'ailleurs fait évoluer, parce que c'était une text area simple. Donc là, j'utilise la technologie de la bibliothèque React Simple Editor pour formater le code et que ce soit quand même plus lisible. Au moins, vous voyez les textes, ils sont en blanc, ils sont là. Mais il y a aussi cette approche no-code à présent. Donc maintenant, WebAssembly V2 est officiellement code et no-code. Supposons que vous voulez changer le texte. Alors, je préviens, c'est encore assez expérimental au niveau du no-code, parce que j'essaye de faire au mieux possible. Pas mal de choses fonctionnent bien, mais au niveau des boutons, etc., c'est pas toujours pratique. C'est pour ça qu'il y a aussi la fonction rechercher, qui est vraiment similaire à ce que Excel fait. Là, vous pouvez changer plusieurs titres à la fois. Par exemple, là, on va dire il y a prénom. On va rechercher prénom. Hop, si on fait rechercher, on a un résultat sur un résultat. On va juste mettre un 3, voilà, pour simuler. Si on fait tout remplacer, vous voyez que à partir d'ici, ça a remplacé notre placeholder. C'est une fonction qui est pratique dans le sens que si jamais on a plusieurs fois le même mot, plutôt que de le chercher, hop, via cette fonction-là, vous l'avez automatiquement. Donc ça, c'est une première fonction. On a aussi l'édition no code, donc imaginons, voilà, contactez-nous, on a envie de le changer. Par défaut, ça va venir vous sélectionner en fait la partie concernée dans le code. C'est pas encore la plus optimale, mais c'est déjà pas mal. Vous voyez, là ici, il n'y a pas les numéros de ligne, mais on peut voir que sur le H2, on a contactez-nous. On va mettre par exemple contactez moi, voilà, vous avez modifié votre code. Et en fait, ça va sélectionner directement les choses. Supposons qu'on va sélectionner notre placeholder ici, voilà le nom. Si jamais on descend un petit peu dans le code, vous voyez, il l'a sélectionné. On peut mettre n'importe quoi, votre nom. Donc, par défaut,
C'est pas ce qu'il y a de plus toujours pratique au niveau des échanges parce que vous voyez, par exemple, là, je sélectionne le nom, mais ça va me sélectionner à ce niveau-là. Donc, faut pas hésiter à vraiment regarder où ça sélectionne dans le truc, hein, parce que là, vous voyez, ça va prendre le commentaire et pas nécessairement ce qui est marqué ici. Donc, c'est pour ça que c'est pas toujours efficace au niveau du no-code, mais il a fallu que je m'adapte parce que ça propose du code, du no-code, mais au moins, vous savez où c'est quand même plus facile. Et là, c'est vraiment parce que c'est celui-là. Si on regarde par exemple le bouton, voilà, si on descend là, le bouton est ici, il n'y a pas nécessairement de commentaires. Donc si jamais on dit, voilà, send, je sais pas, on va mettre ce qu'on veut. Ah, le texte aura changé. Donc il y a vraiment plusieurs approches. Le code, si jamais vous avez envie de changer un style, quelque chose, même par exemple si vous voulez importer un composant, vous demandez à ChatGPT, à Claude, etc. C'est pour ça qu'il n'y a pas de solution IA dans ce logiciel. Vous lui dites, voilà, crée-moi un composant avec du style, etc. Vous l'importez ici, parce que vous pouvez faire un CTRL-V. Alors attention à ne pas mettre de structure doctype, parce qu'il y a déjà la structure dans le code de l'autre côté. Si vous faites retour à l'éditeur, vous allez dans exporter, voilà, le doctype est ici. Donc, je l'ai vraiment fait exprès pour que le téléchargement soit le plus propre possible. Et dans notre laboratoire, donc là, bon, ça l'a enlevé parce qu'il n'y a pas la synchronisation là-dessus. Supposons que je prends cette interface et j'ai envie de changer. On va mettre changement, je mets vraiment n'importe quoi, on s'en fout, c'est pour l'idée. Là, on va changer, par exemple, on va mettre placer la réalité digitale, voilà, c'est quand même pas mal, vous voyez, ça fonctionne quand même bien. Une fois qu'on a fini, on fait envoyer vers l'éditeur. Et donc ça va conserver notre structure qui est ici, et ça va l'ajouter en fait en dernier, avec nos modifications. Supposons qu'on a envie de sauvegarder notre travail. Eh bien on va dans sauvegarder comme modèle existant, on va dans notre modèle 1 ou un autre en fonction, et on fait mettre à jour. Comme ça, si jamais on refresh, voilà, on revient demain, on fait charger un modèle 1, il est ici. Il est bien entendu possible de modifier votre modèle, tout simplement, vous allez dans exporter, au lieu de copier le code, vous prenez directement la nav qui est ici, mais ça va plus être pour les personnes qui connaissent un peu le code. Il faut un petit peu les deux approches, ça reste pratique. Donc ça, c'était dans les fonctions qui étaient ici. Au niveau des catégories, donc il y a toujours navigation, héros, features, form et footer. Il y en a 3 de chaque, mais il y en aura un petit peu plus au fur et à mesure du temps. Et dans le laboratoire, après, l'objectif, ça va être d'améliorer le côté no-code, parce qu'effectivement, c'est quand même le but, hein, d'avoir un éditeur qui fasse code et no-code. Mais en tout cas, au niveau des fonctions, il y a pas mal de choses. Vous pouvez quand même faire mieux, parce que ceux qui n'ont pas accès nécessairement à un ordinateur, ceux qui veulent un IDE facile comme ça, vous pouvez utiliser l'éditeur ici pour faire votre composant, le lire comme vous voulez, et ça vous fait un travail de manière assez simple. Et on a aussi, donc ça c'est pas encore, donc ça viendra plus tard, c'est les templates, donc je suis en train de les développer, ce seront des templates déjà prêts à l'emploi, que vous pourrez soit télécharger ou envoyer dans le laboratoire ou dans l'éditeur pour les sauvegarder, vous aurez vraiment le choix. Donc j'espère en tout cas que toutes ces mises à jour, ces modifications te plairont. Si jamais c'est le cas, n'hésite pas à me le faire savoir dans les commentaires, à lâcher un pouce bleu, à t'abonner, à partager surtout, parce que c'est pas tous les jours que tu as une solution gratuite comme ça, assez complète, qui évoluera avec le temps. Pour répondre également à d'autres questions en ce qui concerne la V1, alors c'est vrai que tout ce qui est la V1 et WebAmail, pour les faire évoluer, c'est assez complexe, parce qu'elles n'utilisent pas des technologies comme React, c'est vraiment du HTML, CSS, JavaScript, ES6, donc au niveau du développement, c'est pas toujours facile, on est assez limité en termes de ressources, il n'y a pas les contextes, il n'y a pas les props, tout ça, c'est pas toujours plus facile, mais en tout cas, la majorité des fonctions de la V1 va aussi arriver dans la V2, et si jamais je peux faire évoluer la V1, bien entendu, elles seront toujours disponibles, parce que la V1 a cette facilité d'édition que WebAzone reprend en V2, mais sous un ensemble un peu différent. Donc voilà, cette vidéo est terminée, si jamais ça t'a plu, abonne-toi, et on se retrouve prochainement sur ce bye bye.